Les entreprises dont les employés sont très engagés bénéficient de 100% de candidatures en plus. Ça veut dire que les entreprises qui cultivent un environnement de travail positif sont absolument sexy pour les employés. Ils sont très attirants pour les Ouais. Et évidemment, pour une entreprise, ce n'est pas l'idéal que ses employés aient tout le temps sur leur ordinateur, un onglet ouvert où ils sont en train de chercher des offres d'emploi à des endroits beaucoup plus attrayants, beaucoup plus agréables, beaucoup plus positifs dans lesquels ils peuvent se rendre. Je ne vois pas en quoi c'est avantageux pour vous, quoi. Donc, je ne me souviens pas avoir déjà vu quelqu'un qui m'ait dit mon lieu de travail est quasiment tout le temps sous stress et j'adore ça, j'adore être sous stress, j'adore être tout le temps sur le qui-vive, jamais de temps de repos, jamais de moment où je peux souffler, jamais. En fait, je ne sais pas, on n'a jamais entendu ça. Non, il y a les... jamais entendu ça. Écoute. C'est ça. Alors, on va passer à la suite, où là maintenant on a parlé des cours, maintenant on va donner les outils pour créer une culture positive. Mais avant ça, pour ces raisons, de nombreuses entreprises ont mis en place une grande variété d'avantages, du télétravail aux salles de sport au bureau. Mais les employés préfèrent le bien-être au travail aux avantages matériels. Le bien-être vient d'un seul endroit et d'un endroit seulement. Une culture positive. Ok. Ce passage de l'article m'a interpellé parce que c'est typiquement quelque chose qu'on observe chez beaucoup d'entreprises qui clament qui mettent en avant le fait, par exemple, de travailler, d'être en télétravail comme un avantage, l'avantage ultime qui fait que vous allez vous sentir bien sur ce lieu de travail, vous allez être heureux. Il y en a qui vont parler de corbeille de fruits, une corbeille de fruits qu'on dépose dans l'entreprise pour que tout le monde puisse... Ah, ça c'est un peu léger. Hein. Le truc que moi je vais faire, je vais même aller plus loin. Sortir de notre région, on a souvent entendu l'exemple de Google, qui, vraiment les bureaux de Google, tu peux aller là-bas, tu manges, tu fais un café, voilà, tu peux aller jouer aux jeux vidéo, pour faire les jeux vidéo et tout ça. Et on s'est dit, oui, c'est plein de choses qui sont censées participer au bien-être. Mais paradoxalement... Mais pas vraiment. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'on a bien dit ici, la seule source de bien-être est une culture positive. C'est le bien-être des employés qui sert d'unité de mesure de la culture de l'entreprise. C'est ça. Donc, si les employés ne ressentent pas ce bien-être, on ne peut pas dire que la culture de cette entreprise est positive. Les recherches sur les qualités d'une culture positive du lieu de travail se résument à 6 caractéristiques essentielles. Prendre soin de ses collègues, s'apporter un soutien mutuel, éviter de blâmer et pardonner les erreurs, s'inspirer les uns les autres au travail, mettre l'accent sur la signification du travail, se traiter les uns les autres avec respect, gratitude, confiance et intégrité. Ok. Alors, on a dit que les avantages matériels ne suffisent pas pour créer un environnement de travail positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, qu'il ne faut pas les instaurer. C'est très bien. C'est bien de penser à installer un coin baby-foot dans l'entreprise. C'est bien de permettre que les employés puissent profiter d'un rythme de travail flexible où ils peuvent être en télétravail certains jours et sur le lieu de travail d'autres jours. C'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut des actions qui vont plus loin, qui permettent que les employés se sentent véritablement valorisés, qu'ils se sentent comme des individus qui ont une importance dans l'organisation. Donc, ça me permet de revenir sur les points que tu viens d'énumérer là. Le fait de prendre soin de ses collègues. Prendre soin d'une personne, prendre soin de ses collègues, ça ne veut pas dire s'immiscer dans leur vie, ça ne veut pas dire, je ne sais pas, comment dire ça? Intrusif, être lourd, ce n'est pas ça le sens. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à eux dans la mesure de ce qu'ils sont disposés à partager avec vous. Écoutez-les,
soyez une oreille attentive, prenez vos responsabilités quand il le faut. Soyez disponible pour eux quand ils en ont besoin. En tout cas, dans la mesure du possible, bien entendu. Faites de vos collègues même des amis, si possible. Si possible. Moi, je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. On dit souvent, enfin, j'ai déjà vu beaucoup de personnes dire tes collègues ne sont pas tes amis. Pour moi, ça se discute. Ça se discute. Après, il y a plusieurs degrés d'amitié également. Donc, on peut être ami sans pour autant être intime. C'est possible. Oui. Donc, on peut être un minimum ami. En tout cas, entretenir des liens cordiaux. C'est le minimum pour moi pour avoir un environnement de travail positif. Donner une situation, un exemple d'une situation dans laquelle quelqu'un a montré qu'il prenait soin de son collègue ou qu'il lui a apporté un soutien. Je suis là très douée pour donner des exemples en général. D'accord. Moi, je pense à une situation. Oui. On a déjà évoqué dans les épisodes précédents l'exemple d'un collègue qui perd un proche. Oui. On a déjà discuté de comment apporter un certain soutien. Moi, je vais aller maintenant dans un autre type d'exemple où, par exemple, une situation heureuse, ton collègue vient d'avoir un enfant. J'ai dit ton collègue, donc ce n'est pas la personne qui a accouché. La personne qui a accouché est en congé de maternité. Voilà. Donc, ton collègue est chez le papa et tu peux, je sais pas, faire un petit paquet. Pas forcément aller chez lui, justement, c'est ça aussi la liante, ne pas être intrusif. Pas forcément t'inviter pour le rendre visiter au bébé si vous n'êtes pas à ce degré d'intimité-là. Oui. Mais au bureau, faire un petit paquet de choses, on va dire, utiles pour un nourrisson, il lui donner. C'est un beau geste. Voilà. Et aussi, autre chose, étant donc conscient qu'il n'a plus les mêmes types de nuits, avoir une petite attention comme lui apporter le café le matin pour l'aider à se réveiller un peu. Un petit geste de ce type-là où tu apportes du soutien et tu montres quand même que tu prends soin de ce collègue-là. Petit geste subtil qui montre bien quand même que tu prends soin. Je ne dis pas de lui acheter son café tous les matins. Voilà, de temps en temps, si toi tu vas prendre ton café, tu prends un café pour lui aussi. Voilà. S'apporter un soutien mutuel, bon, je pense que ça va dans le même sens. Oui. C'est faire preuve de compassion. Exactement comme dans ton exemple. Tu fais preuve de gentillesse, tu l'accompagnes dans cette étape. Je pense qu'il est difficile de prendre soin de quelqu'un sans lui apporter le soutien. C'est vrai, c'est vrai. Les deux vont ensemble. Sans faire preuve d'un minimum de gentillesse, d'écoute et de présence. Donc, ça s'applique également quand le collègue est en difficulté. Comme tu as évoqué tout à l'heure, quand il a par exemple le collègue a pris du retard sur un dossier qu'il doit livrer assez vite et que ça commence à lui créer des problèmes par rapport à la hiérarchie, tu peux te rapprocher de lui, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a du mal à avancer sur ce projet-là. À partir de cet instant, s'il décide de s'ouvrir à toi, dans la mesure du possible, si tu peux l'aider à prendre de l'avance, pas prendre de l'avance, il est déjà en retard, tu ne peux plus prendre de l'avance, mais si tu peux l'aider à avancer sur le projet, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui peut vraiment changer les choses pour l'ambiance de travail, pour la façon dont on interagit les uns avec les autres sur le lieu de travail. On dit également dans la suite d'éviter de blâmer et de pardonner les erreurs. Je pense qu'on l'a abordé dans l'un de nos épisodes précédents du podcast. Il faut éviter de blâmer, de chercher des coupables quand quelque chose ne se passe pas bien sur le lieu de travail. Et bon, c'est vrai que je crois dans l'épisode, on a mis cette responsabilité-là essentiellement sur le manager. On demandait au manager de ne pas pointer du doigt celui par qui la faute a été commise, mais de chercher plutôt, d'être axé plutôt sur la recherche de solutions pour résoudre le problème qui se pose. Donc pour moi, ça s'applique également à l'ensemble, pas seulement le manager, également un des membres de l'équipe. Si un de vos collègues a commis une erreur qui a mis à mal un projet, par exemple, vous n'êtes pas obligé de lui rappeler que c'est par son fait que c'est arrivé. Je pense que ce collègue le sait suffisamment. Et surtout, s'il a une conscience professionnelle, je crois que ça le range suffisamment pour qu'il n'ait pas besoin qu'on le lui rappelle à tout bout de champ. Donc, être plutôt axé sur la façon dont on va résoudre le problème
et être, disons, large, avoir une certaine largesse, être capable de pardonner les erreurs parce qu'on est tous capables d'en commettre, être capable de se dire que on est humain et que l'erreur est humaine justement. Donc ne pas tenir rigueur à votre collègue pour des erreurs qu'il aurait commises et être axé sur la recherche de solutions. Ça va toujours dans le même sens. Ça cultive un environnement de travail positif, un environnement dans lequel on se sent à sa place. Bon. On a les autres points sur lesquels je vais revenir qui sont s'inspirer les uns et les autres au travail et mettre l'accent sur la signification du travail. Oui. Donc ça, c'est le fait de confier une tâche à quelqu'un et tout en lui indiquant en fait la signification et l'importance de cette tâche-là pour le projet en entier. C'est aussi une manière de valoriser cette personne. Ce n'est pas comme si on lui confie une tâche, voilà, mondaine et tout ça. C'est quand même une tâche qui contribue. Donc ça permet aussi d'aider à valoriser. Le fait de faire cet exercice-là aussi nous permet de valoriser cette personne et sa contribution au projet en entier. Et c'est aussi une manière de s'inspirer les uns les autres. Oui. Je pense en étant déjà chacun responsable de donner le meilleur de lui-même et d'encourager les autres. C'est aussi une inspiration. Et se traiter les uns les autres avec respect, gratitude, confiance et intégrité. Pour moi, le mot-clé ici, c'est respect. Sans le respect, franchement, tout le reste n'est pas important. Donc, moi, je dirais de mettre l'accent à chaque fois, encore l'empathie, on va revenir sur l'empathie, mais c'est vraiment de traiter les autres comme on aimerait être traité dans une situation similaire. C'est-à-dire, si moi, je suis en retard sur un projet, est-ce que j'ai envie que mon collègue avec qui on est sur le projet me jette en pâture au poste en disant c'est elle qui ne fait rien et tout ça? Non. Je voudrais quand même qu'il se rapproche de moi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est une forme de respect, d'avoir une de considération, d'avoir cette approche-là de communication envers son collègue avant de tirer des conclusions et d'aller en parler partout. C'est ça. C'est ça. Pour une fois, c'est toi qui parles d'empathie en premier. Alors, on va continuer avec ce que, là, on avait parlé des caractéristiques d'une culture positive. Maintenant, ce que, en tant que patron, on peut faire pour favoriser ces différentes caractéristiques que nous avons citées. Alors, la recherche met en évidence 4 étapes à suivre. La première, favoriser les liens sociaux. De nombreuses études empiriques confirment que les liens sociaux positifs au travail produisent des résultats très souhaitables. La probabilité de mourir prématurément est 20% plus élevée pour les personnes obèses, 30% plus élevée pour les buveurs excessifs, 50% plus élevée pour les fumeurs, mais 70% plus élevée pour les personnes ayant de mauvaises relations sociales. Les lieux de travail toxiques et stressants affectent les relations sociales et par conséquent l'espérance de vie. Ok. Ce premier point parle de favoriser les liens sociaux. L'air de rien, le lieu de travail, c'est l'endroit où on passe le plus de temps. En tout cas, c'est l'un des endroits où on passe le plus de temps. Donc, si sur ce lieu-là, dans cet endroit-là, on n'a pas de liens sociaux, si dans cet endroit-là, on ne cultive pas de liens sociaux, c'est clair que pour notre santé, ce n'est pas l'idéal. D'autant plus que si on se réfère aux chiffres qui sont cités là, les statistiques, on dit que 70%, non, les personnes qui ont de mauvaises relations sociales ont 70% de plus de mourir prématurément. Je ne sais pas si on réalise. On a mis ça à côté des personnes obèses, on a mis ça à côté des buveurs excessifs, des fumeurs. Mais c'est vraiment les personnes qui ont une mauvaise situation sociale, bon, pas une mauvaise situation sociale, mais qui ont des mauvaises relations sociales, qui sont les plus exposées à la mort soudaine, si on veut, prématurée. Donc ça met bien en exergue l'importance que le lieu de travail soit un endroit où tout le monde puisse sentir qu'il a une place pour exister, puisse sentir qu'il peut interagir avec les autres de façon positive, de façon stimulante positivement, encore une fois. Et bon, voilà. La raison pour laquelle le lieu de travail reste important, c'est parce que quand même, on passe au moins 8 heures sur notre lieu de travail par jour. Au moins. Certains passent plus, mais au moins, on passe 8 heures de travail sur notre 8 heures de temps sur notre lieu de travail. Donc, c'est beaucoup de temps
c'est la moitié du temps où on est censé être en éveil. Donc, c'est quand même un lieu où, si les relations sociales qu'on a sur ce lieu-là sont négatives, ça peut nous impacter grandement. Même si nos relations sociales et extérieures à cela sont positives, celles-là ont quand même un très gros impact. Donc, c'est bien, ce serait l'idéal, c'est que ces relations-là soient des relations sociales positives. Maintenant, si elles ne sont pas positives et qu'elles sont neutres, c'est encore tolérable. C'est-à-dire pas forcément qu'on est les meilleurs amis avec nos collègues, mais on se respecte. Voilà, on a des échanges amicaux, des interactions cordiales qui restent quand même dans les limites du respect et qui ne nous laissent jamais avec un arrière-goût amer. Oui, très important. Oui. Et c'est de votre responsabilité en tant que manager de faire en sorte que l'environnement de travail pour vos collaborateurs soit propice à ce type de relation. Oui, c'est ça. Alors, la deuxième chose qu'un patron peut faire pour créer une culture d'entreprise positive, c'est de faire preuve d'empathie. Une étude révélatrice réalisée par Imagerie Cérébrale a révélé que lorsque les employés se souvenaient d'un patron qui avait été méchant ou peu empathique, ils montraient une activation accrue des zones du cerveau associées à l'évitement et aux émotions négatives. Alors que l'inverse était vrai lorsqu'ils se souvenaient d'un patron empathique. Les dirigeants qui font preuve de compassion envers leurs employés favorisent la résilience individuelle et collective dans les moments difficiles. Oui. Je ne sais pas, on parle d'empathie. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que je vais dire, c'est que c'est autant important quand on est collaborateur, mais encore plus important quand on est manager. C'est là même qu'on doit juger de votre aptitude à comprendre les autres, votre aptitude à vous mettre à la place des autres, de votre aptitude à faire en sorte que les autres se sentent bien en votre présence ou même en votre absence. Parce que je pense que le manager est le mieux jugé quand il est absent. C'est-à-dire qu'on juge la qualité d'un manager le mieux quand il n'est pas avec son équipe, quand il n'est pas avec ses collaborateurs, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit à quel point son impact est fort, son impact est positif ou négatif sur son équipe. Donc, si vous faites preuve d'empathie, forcément, les membres de l'équipe entre eux également vont faire preuve d'empathie. Ils vont être compréhensifs les uns avec les autres. Ils vont faire en sorte que les uns et les autres se sentent bien dans l'ensemble qu'ils forment. Et forcément, ça stimule une bonne ambiance de travail. Et moi, je veux revenir sur le dernier point où on a dit que les dirigeants qui font preuve de compassion envers leurs employés favorisent la résilience individuelle et collective dans les moments difficiles. Ça veut dire qu'ayant fait preuve d'empathie envers son employé, quand il a traversé une situation difficile, ou pas forcément une situation difficile, une situation particulière, parce que je reviens au cas où parfois c'est des événements heureux qui créent une certaine pression sur nous. Par exemple, quelqu'un qui se marie, organiser son mariage, changer un peu sa manière de vivre, ça crée une certaine pression sur lui. Ça crée des changements. Mais ce n'est pas un événement difficile, ce n'est pas un moment difficile. La naissance d'un enfant aussi vient avec son lot de challenge qui apporte une certaine pression, un certain poids à quelqu'un. Alors, le fait de faire preuve de compassion dans ces moments-là fait que quand en retour, l'entreprise ou l'équipe est dans une situation difficile, cet employé est plus ouvert, lui aussi a fait preuve de compassion et a peut-être fait un peu plus d'efforts et a pardonné peut-être certaines choses. Une entreprise, par exemple, dans laquelle on a une culture positive, ou s'il y a un problème, où on ne peut pas payer les salaires à temps, les gens seront plus enclins à être ça. Qu'une entreprise où il y a déjà une culture négative est la même. Là, on n'est pas en train de parler de mauvaise foi de l'employeur. Il y a un problème qui est arrivé et on ne peut pas vous payer à temps. Avec une entreprise une culture positive, ils seront beaucoup plus compréhensifs. C'est vrai. Moins aptes à se rebeller, créer des problèmes. Parce qu'ils comprennent. Oui, parce qu'ils comprennent, parce qu'ils savent que vous avez toujours agi comme il faut envers eux. Donc, vous avez déjà un précédent là. Et donc, il y a cette confiance qui est installée. C'est ça. Le point suivant, qui est le 3, faites tout votre possible pour les aider. Alors, il y a une étude qui montre que
Lorsque les dirigeants ne sont pas seulement justes, mais qu'ils font preuve d'abnégation, leurs employés sont réellement poussés et inspirés à devenir plus loyaux et engagés. En conséquence, ils sont plus susceptibles de faire tout leur possible pour être utiles et amicaux envers les autres employés, créant ainsi un cycle d'auto-renforcement. C'est bien la preuve que quand on est manager, un manager qui cultive une certaine positivité, on inspire les autres. On inspire les personnes qui sont sous nous, nos collaborateurs. On inspire les personnes avec qui on travaille tous les jours. C'est un peu comme si on leur montrait le chemin, on leur indiquait comment il faut faire les choses pour que l'environnement de travail soit avantageux, soit positif, soit agréable pour tout le monde. Et un chef d'entreprise ou un manager qui se comporte de la bonne façon et qui a à cœur d'aider ses collaborateurs, c'est-à-dire que quand on lui pose un problème, la façon dont le manager prend en main le problème et accompagne le collaborateur pour résoudre le problème, ça indique bien au collaborateur comment il doit attacher du prix à écouter les autres, écouter ses pairs et les aider quand ils sont dans le besoin. C'est un cercle vertueux en fait. Alors, ce que moi je voulais aussi noter, c'est qu'on a parlé de faire preuve d'abnégation. Oui. Ce qui veut dire que le manager doit toujours être prompt à faire l'effort en plus. C'est-à-dire, il doit être prêt, c'est ça qui fait aussi un bon manager, un bon patron, à être celui sur qui repose le plus de responsabilités. Donc, si on arrive dans un projet que quelqu'un a des difficultés, qu'il faut que peut-être quelqu'un sacrifie son temps, le manager doit être la première personne disposée à sacrifier son temps, à faire plus d'efforts pour amener. Donc, si on a des projets où on a des deadlines, où on est un peu dans le moment sous pression, tout le monde est sous pression, le manager peut être celui qui prend le plus de la pression pour alléger son équipe. Dernier point, encourager les gens à vous parler. Une culture de sécurité, c'est-à-dire dans laquelle les dirigeants sont inclusifs, humbles et encouragent le personnel à s'exprimer ou à demander de l'aide, conduit à de meilleurs résultats d'apprentissage et de performance. Plutôt que de créer une culture de peur des conséquences négatives, se sentir en sécurité sur le lieu de travail contribue à encourager l'esprit d'expérimentation, si essentiel à l'innovation. Ça s'entend. Si les gens n'ont pas de facilité à s'exprimer, si les gens n'ont pas la facilité à parler de leurs défis, de leurs challenges, de leurs difficultés, forcément, ils laissent traîner ces difficultés-là. Et si les difficultés sont liées à des projets sur lesquels vous êtes tous ensemble, le projet en pâtit en fait, parce qu'on laisse traîner la difficulté qui est latente. On n'en parle pas parce qu'on a peur de la façon dont ce sera accueilli, on a peur de la façon dont ce sera géré, et on laisse le problème empirer ou perdurer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le prendre en main. Créer un environnement dans lequel on peut s'exprimer avec vous. Créer un environnement dans lequel on peut en toute confiance vous confier ce qui ne va pas, vous confier nos craintes, nos peurs, les challenges qu'on envisage, les challenges qu'on voit venir. Bref, un environnement dans lequel on se sent libre de s'exprimer est clairement beaucoup plus avantageux qu'un environnement dans lequel on craint de dire la mauvaise chose, on craint de mettre le pied dans le plat. J'aime bien le fait qu'ils ont parlé d'une culture de sécurité. Oui. Donc, les employés doivent se sentir en sécurité quand ils s'expriment. C'est pas juste leur dire parle-moi, et après il y a des conséquences quand ils parlent. Ils doivent se sentir en sécurité que ce qu'ils disent sera pris tel quel et dissocié, qu'ils ne seront pas punis pour leur opinion. Oui. Et aussi, on a parlé du fait que ça encourage l'esprit d'expérimentation qui est essentiel à l'innovation. Donc, si un employé a peur de dire la mauvaise chose, s'il a une idée, on va dire, de génie, il va se réprimer. Voilà, parce qu'il va dire, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, je préfère ne pas dire parce qu'au cas où ça ne passe pas, ça va me retomber dessus. Et là, on peut passer à côté de beaucoup de choses qui peuvent changer notre manière de procéder et les améliorer. C'est ça. Alors, on a un petit
récapitulatif, enfin, on va dire le mot de fin. Lorsque vous savez qu'un leader s'engage à agir selon un ensemble de valeurs basées sur la bienveillance interpersonnelle, il ou elle donne le ton à toute l'organisation. Des employés plus heureux créent non seulement un lieu de travail plus agréable, mais aussi un meilleur service client. En conséquence, une culture de travail heureuse et bienveillante améliore non seulement le bien-être et la productivité des employés, mais aussi les résultats en matière de santé et de satisfaction des clients. As-tu quelque chose à dire? Non. Moi, j'aime bien quand même qu'ils aient ramené ça. On a parlé tout le temps de culture positive, des impacts sur l'employé, les employés, les employeurs. Maintenant, on vient de parler de comment ça affecte la relation avec le client, le service envers le client. Un employé qui est content de travailler, il reçoit le client d'une manière différente. C'est vrai. Et il est beaucoup plus avenant. Et on a parlé tout à l'heure de rendre les entreprises sexy pour les candidats potentiels, les futurs employés potentiels. Mais là, ça rend aussi l'entreprise sexy pour les clients. Ouais. Donc, c'est tout bénéf. C'est quelque chose sur lequel il sera intéressant de se pencher sérieusement en tant que chef d'entreprise. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. C'est quand même un épisode assez costaud, on va dire. Discussion très alambiquée, très poussée. Et moi, j'aimerais vous laisser avec une question, comme d'habitude, qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à échelle systémique pour amener les chefs d'entreprise à prioriser la création d'une culture d'entreprise positive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires, on en discute. Et vous pouvez aussi laisser les commentaires si vous avez d'autres choses, si vous avez des expériences à partager selon les cultures d'entreprise que vous avez expérimentées. Likez si cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet. En attendant, partagez cette vidéo à tout le monde. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. Oui. Et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe. Bye bye.